Hippias majeur de Platon suite. Caractère particulier des plaisirs de l'ouïe et de la vue. Socrate. Je vais t'expliquer l'idée qui m'apparaît, quelle qu'en soit la valeur. Nos impressions relatives aux mœurs et aux lois ne sont peut-être pas d'une autre sorte que les sensations qui nous viennent de l'ouïe et de la vue. Mais en soutenant la thèse qui place le beau dans les sensations de cette espèce, laissons de côté ce qui regarde les lois. Quelqu'un, mon homme ou un autre, nous dira peut-être « Pourquoi définissez-vous le beau comme étant uniquement cette partie de l'agréable que vous dites, et pourquoi refusez-vous de le reconnaître dans les autres sensations, celles qui se rapportent à la nourriture et à la boisson, à l'amour et aux autres plaisirs analogues? Ne sont-elles pas agréables? N'y a-t-il de plaisir selon vous que dans l'ouïe et dans la vue ?» Que répondra Hippias ? Nous répondrons sans hésiter, Socrate, que ces autres sensations comportent également de grands plaisirs. Pourquoi donc, nous dira-t-il, à ces plaisirs non moins réels que les autres, refusez-vous le nom de beau, et pourquoi les dépouillez-vous de cette qualité ? C'est parce que, répondrons-nous, si nous disions que manger est non pas agréable mais beau, tout le monde se moquerait de nous. De même, si nous appelions une bonne odeur belle au lieu de bonne. Quant à l'amour, tout le monde aussi nous soutiendra qu'il est fort agréable, mais qu'il est fort laid, et que pour cette raison, ceux qui s'y livrent doivent se cacher pour le faire. À ce discours, notre homme répondra « Je vois que si vous n'osez pas trouver ces sensations, belles ces sensations, c'est que l'opinion commune s'y oppose. Mais je ne vous demandais pas l'avis du public sur le beau, je vous demandais ce qu'il est. » Nous lui répondrons sans doute, suivant notre hypothèse de tout à l'heure, que le beau est cette partie de l'agréable qui a pour origine l'ouïe et la vue. Approuves-tu ce langage, Hippias, ou veux-tu y changer quelque chose ? Il faut, Socrate, répondre à son objection en maintenant notre formule sans y rien changer. Fort bien, dira-t-il. Si donc le beau est le plaisir qui vient de l'ouïe et de la vue, le plaisir qui ne rentre pas dans cette catégorie ne peut évidemment être beau, en conviendrons-nous ? Oui. Le plaisir de la vue, me dira-t-il, est-il causé à la fois par la vue et par l'ouïe, et le plaisir de l'ouïe à la fois par l'ouïe et par la vue ? Nullement, dirons-nous. Le plaisir produit par l'une de ces causes ne saurait être produit par toutes les deux. C'est là, je crois, ce que tu veux dire. Mais ce que nous affirmons, c'est que chacune des deux sortes de plaisir est belle pour sa part, et que toutes les deux le sont. Est-ce bien ainsi qu'il faut répondre ? Parfaitement. Mais un plaisir, dira-t-il, diffère-t-il d'un autre plaisir en tant que plaisir ? Car la question n'est pas de savoir si un plaisir est plus ou moins grand, et s'il a dans les plaisirs du plus et du moins, mais si la différence entre des plaisirs en tant que plaisir consiste en ceci, que l'un soit un plaisir et l'autre non. Il nous semble que non, n'est-il pas vrai ? Je suis de cet avis. Donc, continuera-t-il, si parmi toutes les sortes de plaisirs vous distinguez ces deux-là, c'est pour une autre raison que leur qualité agréable. C'est parce que vous discernez en eux un caractère particulier, étranger aux autres, que vous les appelez beaux. Assurément, les plaisirs de la vue ne doivent pas leur beauté à ce simple fait qu'ils sont produits par la vue, car s'il en était ainsi, les plaisirs de l'ouïe n'auraient pas de raison d'être beaux. La vue n'est donc pas la raison de cette beauté. C'est juste, dirons-nous. Oui. De même, la beauté du plaisir produit par l'ouïe ne résulte pas du fait qu'il vient de l'ouïe, car les plaisirs de la vue dans ce cas ne seraient pas beaux. Donc l'ouïe n'est pas la raison de cette beauté. Reconnaîtrons-nous Hippias que cet homme dit vrai ? Sans doute. Cependant, dira-t-il, ces deux sortes de plaisirs sont beaux selon vous ? En effet, nous l'affirmons. D'accord. Ils ont donc une qualité identique par l'effet de laquelle ils sont beaux, un caractère commun qui se rencontre à la fois dans chacune des deux sortes et dans les deux ensemble. Sans cela, il serait impossible que les deux sortes fussent belles et que chacune prise à part le fût aussi. Réponds-moi comme si tu lui parlais. Je lui réponds qu'il me paraît avoir raison.
Un caractère commun à ces deux plaisirs, mais étranger à chacun en particulier, ne saurait être cause de leur beauté? Comment veux-tu, Socrate, qu'un caractère étranger à deux objets pris à part soit commun à ces deux objets, si ni l'un ni l'autre ne le possèdent? Tu n'estimes pas que ce soit possible? Je connaîtrais donc bien mal et la nature de pareils objets et ce qu'expriment ces expressions. Très joliment dit, Hippias. Pour moi, je crois entrevoir quelque chose qui ressemble à ce que tu déclares impossible, mais je ne vois rien clairement. On dit en note, le compliment ironique de Socrate s'applique à un rapprochement de mots, l'exéos logon, que le français ne peut reproduire qu'imparfaitement, fin de note. Il n'y a là nulle apparence, Socrate, ta vue te trompe très certainement. Mon esprit cependant aperçoit certaines images, mais je ne m'y fie pas, parce qu'elles ne te sont pas visibles à toi qui as gagné par ta science plus d'argent qu'aucun de tes contemporains, tandis que moi qui les vois, je n'ai jamais gagné la moindre somme. Mais je me demande si tu parles sérieusement, mon ami, ou si tu ne prends pas plaisir à me tromper, tant ces visions m'apparaissent avec force et en nombre. Tu as un moyen sûr, Socrate, de savoir si je plaisante ou non, c'est de m'expliquer ce que tu crois voir. L'inanité de ton discours apparaîtra, car tu ne trouveras jamais une qualité qui soit étrangère à chacun de nous et que nous possédions tous deux. Que veux-tu dire, Hippias? Tu as peut-être raison, mais je ne te comprends pas. Quoi qu'il en soit, je vais t'expliquer ma pensée. Il me semble donc qu'une certaine qualité que je n'ai jamais trouvée en moi, que je ne possède pas en ce moment, ni toi non plus, peut se trouver en nous deux, et que par contre, ce qui se trouve en nous deux peut n'être pas en chacun de nous. Tu réponds comme un devin, Socrate, plus encore que tout à l'heure. Réfléchis un peu. Si nous sommes justes tous deux, ne le sommes-nous pas l'un et l'autre? Et de même, si nous sommes injustes tous deux, bien portants tous deux, chacun de nous ne l'est-il pas? Inversement, si chacun de nous est malade ou blessé ou frappé ou atteint d'une manière quelconque, ne le sommes-nous pas tous deux? Autres exemples. Suppose que nous soyons tous les deux d'or, d'argent ou d'ivoire, ou bien, si tu le préfères, que nous soyons nobles, savants, honorés, vieux, jeunes ou pourvus de n'importe quel autre attribut de la nature humaine, ne s'ensuivrait-il pas de toute nécessité que chacun de nous en fût également pourvu? Assurément. En vérité, Socrate, vous ne voyez jamais les choses d'ensemble, toi et tes interlocuteurs habituels. Vous détachez, vous isolez le beau ou toute autre partie du réel et vous les heurtez pour en vérifier le son. C'est pour cela que les grandes réalités continues des essences vous échappent. En ce moment même, tu commets ce grave oubli, si bien que tu conçois une qualité ou une essence qui peuvent appartenir à un couple sans appartenir à des éléments, ou inversement aux éléments sans appartenir au couple. Tant est pitoyable l'absence de logique, de méthode, de bon sens et d'intelligence qui vous caractérise. C'est bien ainsi que nous sommes, Hippias. Comme dit le proverbe, on est ce qu'on peut, non ce qu'on veut. Heureusement, tes avertissements ne cessent de nous éclairer. Pour l'instant, veux-tu que je te donne une nouvelle preuve de la sottise qui était la nôtre en attendant tes conseils? Dois-je te faire connaître nos idées à ce sujet ou non? Je sais d'avance, Socrate, ce que tu vas me dire, car je connais individuellement tous ceux qui pratiquent la parole. Parle tout de même, si cela te fait plaisir. Oui, cela me fera plaisir. Nous autres, mon très cher, avant de t'avoir entendu, nous étions assez sots pour croire que nous deux, toi et moi, chacun est un, et par conséquent, n'est pas ce que nous sommes tous deux ensemble, car ensemble, nous ne sommes pas un, mais deux. Voilà ce qu'imaginait notre sottise. Maintenant, nous apprenons de toi que si ensemble nous sommes deux, chacun de nous aussi doit être deux de toute nécessité, et que si chacun de nous est un, ensemble aussi, nous sommes un. Il est impossible en effet, avec l'essentielle continuité de l'être cher à Hippias, qu'il en soit autrement. Ce qu'est l'ensemble,
ce qu'est l'ensemble, les éléments le sont aussi, et ce que sont les éléments, l'ensemble doit l'être. Tu m'as convaincu, Hippias, et je m'arrête. Cependant, un mot encore, pour rafraîchir mon souvenir. Sommes-nous un, toi et moi, ou chacun de nous est-il deux? Que veux-tu dire, Socrate? Je veux dire ce que je dis. Je crains de voir trop clairement dans ton langage à toi la preuve que tu t'impatientes contre moi du moment que tu crois avoir dit quelque chose de juste. Cependant, dis-moi, chacun de nous n'est-il pas un, et cette qualité d'être un n'est-elle pas un attribut qui le caractérise? Sans doute. Si chacun de nous est un, il est impair, car tu reconnais sans doute que l'unité est impaire. Assurément. Et notre couple formé de deux unités est-il impair? C'est impossible, Socrate. À nous deux, par conséquent, nous sommes un nombre pair. Est-ce exact? Très exact. De ce que notre couple est pair, s'ensuit-il que chacun de nous le soit? Non, certes. Il n'est donc pas nécessaire que le couple ait les qualités de l'individu, ni l'individu celles du couple, comme tu le prétendais. Ce n'est pas nécessaire dans ce cas, mais c'était nécessaire dans ceux que j'ai mentionnés précédemment.